Mesdames et messieurs, bonsoir. Le monde est confronté à un défi alimentaire de taille. Nourrir une population en pleine croissance. L'agriculture se révèle être la solution idéale et les innovations jouent un rôle crucial pour la rendre plus productive, durable et rentable. Quelles sont donc ces cultures à haute valeur marchande, l'élevage spécialisé, qui se positionnent aujourd'hui comme le socle pour résoudre ce défi? Pour éclairer notre antenne, nous avons ce soir sur ce plateau M. Cédric Chinel Adjinakou, que vous connaissez déjà. Il est technicien agronome et PDG de l'entreprise Green Farm. Nous avons aussi M. Jean Abidjo, expert en production animale, qui ne vous est pas inconnu, et il est PDG de l'entreprise Agri-Bio Durable. Chers invités, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être présent sur ce plateau. Tout de suite, je vais vous poser ma première question. La question s'adresse surtout à vous, M. Jean. Que peut-on comprendre par spéculation à forte valeur ajoutée? Merci, monsieur. Spéculation à forte valeur ajoutée. Ce qu'on peut entendre par là, c'est la demande à forte valeur qui est sur le marché et qu'un producteur peut satisfaire et qui est demandé, quoi. Genre, par exemple, si tu es un éleveur et actuellement c'est la production des porcs ou bien c'est la production de la viande des volailles qui est le plus demandée. Donc, ça veut dire que c'est ça qui est à forte valeur, qui est demandé sur le marché, quoi. Donc, une spéculation à forte valeur ajoutée, c'est tout produit qui est plus demandeur sur le marché. Voilà. Ok. Monsieur Simet, quelle est la tendance actuelle qui monte à l'école? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La tendance actuelle sur le marché. Aujourd'hui, vous allez constater avec moi que la demande est tellement forte que ça demande à ce que les producteurs produisent assez pour pouvoir satisfaire la demande. Et l'actuelle tendance, c'est que si vous venez au niveau de la production animale, que ce soit la production végétale, la pisciculture, la transformation, il y a une forte demande, vraiment une forte demande. Et cette demande est due à quoi? Première des choses, c'est la démographie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes passés de 10 millions à près de 13 millions d'habitants, notamment déjà vers les 15 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas petit pour un petit pays comme le Bénin. Et il y a très peu d'agriculteurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez constater effectivement qu'il y a cette disons, problématique des zones rurales. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui quittent les campagnes pour la ville. Et puis, ça fait que, franchement, les tendances agricoles, ça n'arrive pas à satisfaire la demande locale. Et aujourd'hui, il y a aussi les mauvaises pratiques agricoles qui font que le rendement, bien les résultats qu'il faut obtenir, qu'il faut avoir afin de satisfaire la demande, surtout les plans, je vais parler de la production animale, de la production végétale, la transformation, la pisciculture, ces tendances ne sont pas vraiment satisfaisantes. Et je vais parler de l'offre par rapport à la demande qui est sur le marché actuel. Okay, sur le marché actuellement, l'offre qui est sur le marché ne satisfait vraiment pas la demande. Okay. Et dû à la démographie, aux problématiques des zones rurales ou à la mauvaise pratique culturelle. Ok, je vais toujours rester avec vous. Et aujourd'hui, quelles sont les cultures végétales qui présentent actuellement les plus grandes plus-values et qui sont plus demandées sur le marché? Merci beaucoup pour cette question, parce que cette question est beaucoup plus intéressante. Et en ce qui concerne la production végétale, il y a plusieurs produits qui ont une forte valeur actuelle, parce que nous sommes dans une période de soudure, dans une pénurie vraiment qui ne dit pas son nom. Et je dirais, l'un des produits que tout le monde connaît, c'est la tomate. La tomate aujourd'hui, récemment, je voulais acheter de la tomate récemment parce que je n'en produis pas actuellement. Je voulais acheter de la tomate récemment et ce qui est sur le marché comme une tomate 200, c'est pas de jeu. Et près de 2 à 3 tomates à 200, c'est vraiment touchant. Et donc, si vous vous positionnez sur la culture de la tomate, vous allez vraiment vous faire du chiffre.
Aussi le piment. Le piment actuellement, ça a une valeur vraiment énorme sur le marché. Je vais beaucoup plus m'accentuer sur le piment rond, Batakin, que nous consommons aujourd'hui. Ça a une forte valeur sur le marché actuel. Si vous prenez aussi le gombo aujourd'hui, c'est pas léger. Le gombo qui était autrefois tellement produit, et puis voilà, ça n'a aucune valeur aujourd'hui, ça a une très forte valeur. Si vous partez chez même certaines bonnes dames, vous leur dites de vous vendre gombo pour 50 francs, on va vous chasser. On va vous dire, il n'y a pas de gombo pour 50 francs. Donc, avec 100 francs, vous pouvez avoir du gombo, mais pas en quantité suffisante. Donc, ça veut dire que le gombo a aussi une très forte valeur. Si je prends aussi l'exemple du concombre aujourd'hui, la demande est tellement forte, malheureusement, l'offre n'est pas aussi ce qu'il devait être pour pouvoir satisfaire la demande. Et le concombre, je prends aussi l'exemple de la carotte. La carotte aussi, elle a une très grande plus-value. Aujourd'hui, la planche de la carotte, parfois, est passée de 3 000 jusqu'à 5 000, voire 6 000. À des périodes, on a acheté la planche elle est vendue, la planche est vendue jusqu'à 8 000 francs la planche. Il y a d'autres qui l'ont vendue jusqu'à 10 000 francs la planche. Il y a aussi les produits comme le chou. Aujourd'hui, si vous partez au marché, vous achetez du chou, un chou de 200 francs, vous allez vous dire, on est de quel pays? Parce qu'il n'y a pas assez de producteurs de chou. Et puis, le chou a une très grande valeur. Et je prends aussi d'autres exemples, le maïs. Le maïs, c'est très classique. Le maïs, c'est une fois qui était à 100 francs, aujourd'hui, on passe jusqu'à 300 francs actuellement. Le marché actuel fait que le maïs est à 300 francs, donc ça a une grande valeur. Il y a beaucoup de produits qui ont une grande valeur aujourd'hui qui sont sur le marché. Et vous savez finalement avoir les prévisions, près de 70% des produits agricoles ont une grande valeur sur le marché. Pourquoi? Parce que la demande elle est très forte. On n'est plus comme à l'ancienne où on produit tellement de la tomate jusqu'à on ne sait pas sur quel marché on jette de la tomate. Aujourd'hui, la demande est très forte. Donc, si vous produisez, peu importe les produits que je viens de citer au préalable, franchement, vous allez vous en sortir, vous allez vous faire du chiffre. Et la saison actuelle dans laquelle nous sommes, je propose aussi aux gens de faire de l'oignon parce que nous allons entrer dans une période où l'oignon serait de l'or, vraiment de l'or, où on va chercher sur le marché. Donc, si vous produisez de l'oignon, actuellement l'oignon n'est pas une grande valeur, mais si vous produisez de l'oignon en cette saison, et vous allez vraiment récolter l'oignon sur une période où l'oignon aura une grande valeur. Je prends aussi l'exemple du piment long. Du piment long aujourd'hui qui tend vers je dirais une culture, est-ce que je dirais en voie de disparition, mais une culture à une grande valeur. Pourquoi? Parce que la poudre de piment est tellement demandée sur le marché, il y a très peu de producteurs qui produisent de piment sec. Donc ça fait que franchement ça a une grande valeur. La pastèque, il y a beaucoup de produits qui ont une grande valeur sur le marché. Et je ne peux que citer ces produits-là. Okay. On ne peut que citer ces produits-là. Et qu'est-ce qui caractérise réellement le succès de ces cultures? C'est seulement la demande sur le marché ou il y a d'autres caractéristiques, d'autres facteurs qui expliquent le succès de ces cultures? Ok, le succès de ces cultures, d'abord, est caractérisé par la demande. Comme on le dit en entrepreneuriat, il faut vendre avant de produire. Okay. Ce n'est pas à la fin de la production qu'il faut penser à vendre. Okay. Il faut vendre avant de produire. Votre marketing doit se baser sur ça. Exactement. Okay. Donc, si éventuellement la demande est là, il faut impérativement vendre, il faut impérativement produire plutôt la culture. Donc, ce qui donne de la valeur, disons, à ce qui rend plus intéressant, ou bien ce qui caractérise le succès de la culture, c'est d'abord le marché. Le deuxième volet, c'est le choix de la semence. C'est très important. Le choix de la semence est très important. Et le choix de la semence est très important. La semence, la variété que vous choisissez est vraiment importante. Pourquoi? Parce que tout part du rendement que vous obtenez suite à cette semence. Autre aspect qui contribue, bien qui facilite le succès de votre culture, c'est la technique culturelle que vous avez mise en place. Si vous avez une très bonne technique culturelle, là, vous avez gagné le jackpot. Là, vous pouvez facilement vous taper
votre poitrine en disant waouh, j'ai réussi ma spéculation, j'ai réussi ma culture. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire de façon brève. La technique culturelle, elle est très importante et le choix de la semence, c'est très important et la demande du marché. Et surtout, bien se positionner sur un bon marché. Se positionner sur un bon marché, et c'est très très important. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. N'oubliez surtout pas, il y a certains paramètres aussi qui comptent. Je vais parler du climat, des aléas climatiques, et vous devez vraiment vous préparer pour ça. Pourquoi? Et aujourd'hui, il y a vraiment de revers et je dirais, beaucoup plus de problématiques au niveau de cette affaire du climat. Aujourd'hui, le problème de ce siècle, c'est le changement climatique. Donc, étant donné qu'il y a le changement climatique, sachez que ça affecte aussi la production agricole. Et si vous voulez vraiment réussir, vous devez vraiment calculer les périodes à laquelle vous devez produire. Parce que si vous ne savez pas calculer les périodes, vous allez tomber sur des mauvaises périodes. Et si vous tombez sur des mauvaises périodes, vous allez avoir de mauvaises récoltes. Donc, tous ces paramètres sont très importants pour une bonne réussite de votre culture. Ok, vous avez parlé tout à l'heure du choix de la semence. Comment effectuer le bon choix? Parce qu'il y a toutes les semences sur le marché. Mais comment être certain que le choix que j'ai fait est la meilleure? Ok, le choix est important, comme je l'avais dit. Tout est question de la qualité de votre sol. Tout est question de votre situation géographique, là où vous voulez implanter votre ferme. Celui qui est, par exemple, au nord ne peut pas utiliser les mêmes semences que celui qui est au sud, parce qu'ils n'ont pas les mêmes climats. Le climat du nord est un peu différent du climat du sud. Et la température du nord est un peu différente de la température du sud. Donc, il ne peut pas utiliser les mêmes variétés. C'est en fonction de tout un national, de tout un paramètre qu'on fait le choix d'une variété. Il y a aussi la qualité du sol qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi l'humidité qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi la disponibilité de l'eau. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte afin de choisir maintenant une semence d'une quelconque culture. Et il y a aussi la disponibilité aussi de la semence. À un moment donné, peut-être, je crois l'année dernière, s'il y a bonne surveillance, l'année dernière, on a constaté, je prends un exemple classique, la tomate, on a constaté qu'il y avait même une rupture de la variété Cobra 26 de la tomate. Donc ça sous-entend que si vous voulez produire de la tomate et que vous choisissez d'autres variétés de tomates, là vous allez beaucoup plus fournir d'efforts et vous allez vraiment fournir d'efforts pour pouvoir avoir le rendement. Pourquoi? Parce que la variété qui est adaptée à la saison n'est pas sur le marché, n'est pas disponible. Donc, franchement, il faut vraiment voir tous ces paramètres afin de choisir la bonne variété. La bonne variété, voir tous ces paramètres. Et en termes d'opportunités à long terme, quelles sont les cultures qui sont peut-être aujourd'hui rangées en classe secondaire, on n'a pas trop de sur ça, mais qui ont une valeur ajoutée énorme. Par exemple, maintenant, aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de personnes produire la banane plantain, la banane douce, la papaye solo, mais je sais qu'à long terme, c'est des spéculations à forte valeur ajoutée. Quelles sont aujourd'hui ces spéculations et les opportunités que ces spéculations offrent alors qu'ils sont rangés actuellement au second degré? Ok, l'une des premières cultures dont je vais parler, c'est la banane plantain. Comme vous l'avez dit, et la banane plantain, la demande est très forte. Peu importe la période de l'année, la demande est très forte. Il y a beaucoup de gens qui font du chips, il y a beaucoup de gens qui font du haricot, il y a beaucoup de gens qui transforment les bananes dans leurs restaurants, dans leurs maquis, dans leurs hôtels et tout. Donc, la banane plantain, sous toutes ses formes, a une demande très, très, très forte sur le marché. Et donc, produire de la banane plantain, c'est assurer une sécurité financière, surtout à moyen et à long terme. Parce que si vous avez un hectare de banane plantain, je sais, c'est pas du tout un hectare de banane plantain, c'est pas du tout petit. Donc, la banane plantain, c'est pas mal. Et la papaye solo, voilà, aujourd'hui, on a constaté aujourd'hui que même nos bonnes dames qui circulent, qui vendaient de la papaye solo, ces bonnes dames, elles ne retrouvent plus, elles ont diminué. Pourquoi? Parce que la matière première n'est pas disponible. Si la matière première n'est pas disponible, ça sous-entend qu'il y a très peu de producteurs qui fournissent la matière première. Donc, investissez dans la papaye solo. Je crois déjà dit ça, déjà à 6 mois, 7 mois, vous commencez déjà les premières récoltes et c'est parti pour les 3 ou 5 prochaines années. Tout dépend aussi de la variété que
que vous avez choisi. Il y a aussi des produits comme le manioc. Aujourd'hui, le garri qui est autrefois à 100 francs le kilo est passé de 100 francs à 300 francs le kilo. Normalement, ça devait nous interpeller. Notre Afrique comprenait, voilà, ça a pris du prix. Si vous voyez notre agbéli de 200, vous vous posez la question de savoir si c'est agbéli de 50 francs ou là vendu. Donc ça sous-entend que le manioc est en déclin. Il y a très peu, disons, même s'il y a des producteurs qui sont sur le marché, qui font de la culture du manioc, ça sous-entend que l'offre du manioc n'est pas encore, disons, satisfaisante pour pouvoir compenser ce vide-là en question. Donc investissez dans le manioc. Le manioc, c'est une culture qui tend de 9 mois à 12 mois le manioc. Donc, à moyen terme, à long terme, investissez dans la culture du manioc. Il y a aussi d'autres cultures, je vais parler beaucoup plus de cultures pérennes. Pour cette fois-ci, il y a une culture que j'adore, qui a une forte demande sur le marché, c'est la culture du coco. Aujourd'hui, vous allez voir la nouvelle tendance sur le marché, où il y a beaucoup plus de gens qui consomment le jus de coco, l'eau de coco et tout, et il y a la transformation du coco sous toutes les formes. Donc ça fait que la demande est tellement élevée. Aujourd'hui, on a constaté que le coco est thérapeutique. Donc, beaucoup de diététiciens conseillent la consommation du coco, de l'eau de coco aux gens. Il y a aussi d'autres entreprises qui se sont installées, qui se sont mises sur le marché, qui transforment, qui font aussi du jus de coco, qui font beaucoup de dérivés de coco. Donc, installez-vous sur ces cultures. Aujourd'hui, maintenant, si vous regardez avec moi, il y a l'huile de coco qui devient de plus en plus rare. Avant, le 7 huile est vraiment sur le marché. On se pose des questions de savoir. Ah ouais, tout le monde en consommait et tout, mais aujourd'hui, cette huile est en voie de disparition. Pourquoi? Parce que la matière première n'est plus disponible. Il y a très peu de producteurs qui produisent en quantité suffisante le coco pour pouvoir permettre à l'industrie de coco de transformer le coco en huile de coco. Alors que l'huile de coco, c'est consommable. Il y a l'industrie de la cosmétique qui consomme l'huile de coco. Donc, voilà un peu tout un truc là qu'il faut mettre en place pour assurer la sécurité financière à moyen et à long terme. Aussi, ne pas oublier aussi notre cher ami le palmier, parce que le palmier aussi, c'est une culture très intéressante, c'est une culture pérenne très intéressante. Il y a les variétés sélectionnées, les palmiers sélectionnés qui sont sur le marché que vous pouvez mettre en place. Et ces variétés, je vous assure, vous n'allez pas regretter parce que la demande en huile de palme aujourd'hui est tellement forte. Aujourd'hui, le Nigérian raffole. Et malheureusement, aujourd'hui, le Bénin faisait partie des grands producteurs de palmiers aujourd'hui, mais malheureusement, les pays comme la Malaisie, l'Indonésie, ces pays ont dépassé, le Vietnam, ils ont dépassé le Bénin en matière de production de palmiers. Voilà, c'est juste que la production, ce n'est pas encore ça, c'est vrai, le Bénin, les producteurs font assez d'efforts pour pouvoir produire en quantité suffisante de palmiers. Mais ces efforts, ce n'est pas encore, il faut qu'on redouble encore d'efforts, que plusieurs acteurs aussi se convergent aussi vers cette piste, parce qu'on veut que l'huile de palmier, ça soit 500 francs du 1er janvier jusqu'au 1er janvier de l'année prochaine. Parce qu'on constate que c'est à 500 francs, après ça quitte 500 francs pour 1000 francs, après ça vient à 800. Donc les prix vacillent. Si les prix vacillent, ça sous-entend que la matière première n'est pas disponible à toute saison. Donc voilà, si les acteurs ou bien si les agriculteurs peuvent se converger aussi vers cette culture, ça serait vraiment intéressant. Et si les agriculteurs peuvent se converger vers cette culture, ce qui est intéressant. Mais vous avez dit les prix vacillent autour là, et il n'y a pas de matière première sur le marché. Comment aujourd'hui ces agriculteurs peuvent se mobiliser, planifier leur production pour assurer la matière première sur le marché de manière plus permanente, de façon permanente? Cette question, elle est vraiment intéressante, j'ai beaucoup aimé, parce que ça fait partie d'une interrogation, d'une inquiétude. Je vous assure, pour avoir la production de façon permanente, c'est toutes les cultures, c'est toutes les cultures. L'idéal, c'est de ne plus suivre le climat, mais c'est de créer notre climat à nous-mêmes, à la culture. Parce que c'est parce qu'on suit le climat n'est pas constant. Il ne pleut pas du 1er janvier jusqu'au 1er janvier de l'autre année. Non. Donc on suit la tendance climatique. Donc ça sous-entend que si on suit la tendance climatique, on aura le résultat climatique. Moi, si je peux parler ce français. Maintenant, si on ne veut pas rester dans cette tendance, il faut maintenant qu'on change de stratégie. Vous voyez, la culture se sert. Par exemple, si vous partez en Europe, les Européens produisent de la tomate du 1er janvier jusqu'au 1er janvier. C'est non-stop.
Pourquoi? Parce qu'ils produisent des serres et la température, l'humidité, ils ont créé leur climat à la culture, dans une serre. Mais c'est vrai que moi, je ne peux pas dire, par exemple, dans les cas du palmier à huile, ou du coco, des cultures pérennes ou du manioc, je ne peux pas dire que créer une serre de 150 hectares, ça serait une dépense énorme. Mais néanmoins, on peut trouver une autre alternative. Cette alternative, c'est quoi? C'est de créer un système d'irrigation. C'est vrai, surtout un système d'irrigation, surtout, je privilégie beaucoup plus les systèmes d'irrigation par aspersion. Pourquoi les systèmes d'irrigation par aspersion? Parce que quand on est dans une culture en plein champ, on a constaté que bon, il y a les rayons solaires. En période de sécheresse, les rayons solaires sont vraiment agressifs. Donc, si vous faites un système d'irrigation goutte à goutte, ça va vraiment créer, cette agression va vraiment embêter la plante. Mais imaginez, vous faites un système d'irrigation par aspersion et il fait peut-être 40 degrés ou peut-être 45 degrés parfois. Et puis voilà, et le système, ça sort de l'eau et ça tombe sur la plante. Bien avant que la plante ne soit vraiment en contact direct avec le soleil, il faut que le sol absorbe d'abord l'eau, surtout sur les feuilles et les parois de la plante, avant d'atteindre la plante. Donc, avant que les rayons solaires n'atteignent, disons, la plante aurait déjà le temps pour pouvoir assimiler les éléments nutritifs dont elle a besoin, les éléments dont, c'est pas, beaucoup de paramètres. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, c'est pour dire que si on veut avoir la disponibilité permanente de ces cultures en toute saison de l'année, il faut qu'on se converge vers les systèmes d'irrigation appropriés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits systèmes d'irrigation qu'on peut mettre dans les champs de tomates, dans les champs de piments, dans les champs de gombo, dans les champs de bananes, dans les champs de peu importe, palmiers, coco, peu importe. L'important, c'est d'avoir un système d'irrigation approprié. Parce que si on n'a pas un système d'irrigation approprié, on va suivre la pluie, là on va produire en fonction de la pluie. Donc s'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de manger. S'il n'y a pas de manger, nous tous on va disparaître du demain. Donc il faut qu'on ait un système d'irrigation approprié, même si on n'a pas la capacité pour pouvoir créer notre climat. C'est vrai, créer un climat, il faut toute une serre, il faut tout un paramètre. Si on n'a pas ces moyens, mais on peut toutefois créer l'eau, parce que Dieu nous a donné l'eau. On voit, il pleut et l'eau, ça part dans la nappe phréatique, il y a évaporation et puis voilà, quand il n'y a pas l'eau, on souffre, on crie de Seigneur. Bon. Maintenant, il faut qu'on crée aussi, je donne aussi une idée aux agriculteurs, pour qu'on n'ait pas créé des systèmes de canalisation d'eau dans leur champ, et que quand il va pleuvoir, toute la quantité qui part en fumée, ça va entrer dans ce système de canalisation d'eau, et puis s'ils ont besoin d'eau en période de saison sèche, eux aussi n'ont pas les moyens pour pouvoir fourrer, pour pouvoir faire des trucs du genre. Avec leur système de canalisation d'eau, ils prennent ça pour pouvoir arroser leur champ, et ils ont de l'eau de façon permanente. Là, on sait qu'on ne suit plus la pluie pour pouvoir produire, mais nous, on a mis en place tout un dispositif qui nous permet d'avoir l'eau de façon permanente. Donc voilà. Donc l'eau est primordiale pour assurer toute culture de façon permanente sur le marché. Oui, exactement. Monsieur Jean, c'est vrai que depuis l'instant, je voulais laisser un plan, mais je suis revenu. Dites-moi, en production animale, quelles sont les spéculations aujourd'hui qui sont plus demandées sur le marché? Bon, actuellement, c'est la viande des volailles qui est le plus demandée, surtout les poulets. Les poulets, ok. Donc, même, il y en a, ils ont dit, le gouvernement en a parlé, et d'ici la fin de cette année, 2024, les produits importés, les volailles, les œufs importés, ne seront plus importés dans notre pays. Vous en avez aussi entendu parler? Donc, ils exhortent les producteurs de multiplier leur production pour pouvoir en bénéficier à la langue. Okay. Donc, et après ça, il y a aussi la production, la viande de porc. La viande de porc. Qui est aussi demandée. Ok. La viande de porc aussi est demandée. Oui, voilà. La viande de porc aussi est demandée et beaucoup de gens aiment ça, surtout ceux de Porto-Novo. Les produits bien du chasser d'ici. Les produits bien, je ne peux pas qu'ils viennent du chasser d'ici. Donc, pour atteindre ces objectifs, il faut que tu aies assez de reproducteurs pour pouvoir multiplier ta production et satisfaire les besoins. Il n'y a pas la viande de lapin qui est aussi demandée sur le marché cette temps-ci? Oui, mais pas trop comme les autres. Pas trop comme les autres. Et quand il fait de la viande de lapin? Oui, la viande de lapin aussi est tellement demandée actuellement. Okay. Surtout les restaurants
les poissonneries et autres, ils demandent assez actuellement. Actuellement. Oui. Ok, donc restaurant, À cela s'ajoute aussi l'escargot aussi. escargot. La demande aussi est très forte et ça prend de l'ampleur un peu. Ok. Donc actuellement sur le marché, il y a des viandes de poulet, de porc, la viande de lapin et les escargots aussi. Voilà. Ok. Et les œufs de table sont plus demandés. Oui, les œufs de table aussi. Ok. Les œufs de table. Et vous pouvez me dire quels sont les défis auxquels les producteurs sont confrontés quand ils veulent se lancer sur des spéculations à forte valeur ajoutée dans votre secteur, bien sûr. Dans la production animale, pour se lancer dedans et faire la production à grande échelle, surtout, il y a certaines personnes qui veulent se lancer à grande échelle, mais qui n'ont pas la formation de base Ok. et les connaissances qu'il faut pour se lancer dedans. Mais ils veulent en profiter et faire beaucoup de choses. Donc, chers autres et mes chers amis, il faut avoir certaines bagages intellectuels dans le domaine avant de se lancer dedans. Et pour atteindre ces objectifs, si c'est par exemple, tu optes pour les volailles et c'est pour la reproduction que tu veux faire, il faut il faut assez de reproducteurs à ta disposition pour pouvoir multiplier ta production et satisfaire les besoins de la population. Les besoins de la population. Et monsieur, tout à l'heure, vous avez parlé du marché, qu'il faut se trouver sur le marché. Le manioc, on en demande, c'est la demande est forte sur le marché. Mais moi, je connais des producteurs qui ont produit du manioc, qui sont restés là, d'autres personnes qui vont, et c'est gâté. Et donc, comment, il y a la demande, et vous dites que l'offre ne satisfait pas la demande, comment se fait-il qu'il y en a qui produisent, mais ne peuvent pas vendre? Vous avez parlé tout à l'heure du lapin, dans les trucs là, les restaurants, les hôtels, les supermarchés, ça va fort. Mais moi, j'ai des personnes qui produisent, mais qui ne peuvent même pas vendre une seule tête de lapin. Merci beaucoup pour cette question. Je l'avais dit au départ, et si vous voulez entrer dans l'agriculture, on ne produit pas et après on cherche le client. Non. Oui. Les clients sont disponibles d'abord. Quand vous avez le marché, quand vous avez, disons, ceux à qui vendre, c'est là qu'il faut produire. Okay. Les clients sont disponibles, ils sont où? Ah, les clients sont là. Ils sont où? Comment on peut les trouver? Je prends l'exemple d'un quelconque agriculteur, je prends votre cas qui a besoin du manioc et qui ne sait pas à qui vendre. Aujourd'hui, des transformatrices de manioc, ou bien des coopératives de transformation de manioc, ils cherchent des producteurs de manioc, mais ils n'en trouvent pas. Donc si éventuellement ce producteur en question n'a pas vendu, disons son manioc, c'est parce qu'il lui, il n'a pas été à la recherche du marché. Parce que le marché est disponible. Imaginez, si éventuellement beaucoup de producteurs arrivent à produire et ils vendent suffisamment leur truc, vous pensez que le manioc ou bien le garni serait à 300 francs aujourd'hui? Non. C'est parce qu'il n'y a pas assez du manioc sur le marché que le manioc est devenu cher. Et maintenant, il y a, ce trou, cette demande qui n'est pas encore satisfaite. Et il y a un producteur qui dit aujourd'hui que lui ne vend pas, son produit. Et son produit est resté là, et puis c'est gâté. Donc ça sous-entend que ce n'est pas la faute du marché, mais c'est la faute du producteur. Le producteur n'est pas allé à la recherche du marché. Vous ne pouvez pas produire, par exemple, des œufs, et vous serez chez vous à la maison, et puis le client viendra et dit vendez-moi vos œufs. Non, vous devez faire de la publicité autour. Il faut que les gens sachent que vous avez des œufs chez vous. Si vous avez des œufs et que vous ne dites pas ça à quelqu'un, qui viendra chez vous? Personne. Est-ce que vous avez vu les bonnes dames qui sont, comment on appelle, qui vendent du maïs au bord de la voie? Elles exposent le maïs pour montrer aux gens que je vends du maïs. Elles ne viennent pas chez elles à la maison, dans sa chambre, pour vendre du maïs. Il faut qu'elles sortent pour exposer aux clients ou bien, je ne sais pas, des gens qui sont aux alentours, qu'elles vendent du maïs. Donc, si elle expose son produit, là, les clients vont venir. Maintenant, si elle n'expose pas, le client ne viendra pas. Donc, le producteur qui dit que lui ne vend pas son manioc, mais il ne vend pas son lapin, il ne vend pas quelque chose, donc ça sous-entend que ce producteur n'est pas allé rechercher le marché ou bien, à la rigueur, n'a pas les bonnes informations sur le marché. Parce que ce sont ces deux paramètres-là. Il n'a pas recherché, soit il a recherché et il n'a pas les bonnes informations sur le marché, ou peut-être il est sur le mauvais marché, ou bien la mauvaise piste. Okay. Donc, regardez ce que l'expert a dit
Il a dit, à la fin de cette année, le gouvernement avait pris ce décret depuis l'année dernière, puis à la fin de l'année 2024, qu'on va suspendre l'importation des poulets, des poulets congelés et tout ça. Mais vous imaginez, c'est un poids lourd pour le Bénin. Je vous assure, c'est un poids lourd pour le Bénin, en ce sens que si le Bénin n'arrive pas, ou bien les producteurs locaux n'arrivent pas à satisfaire la demande, d'abord même, ces importations sont là, mais parfois même les œufs de table, je dis parfois, pas tout le temps. À un moment donné, on a cherché des œufs de table dans ce pays, on n'a pas trouvé. Et on est obligé d'aller au Nigeria, s'approvisionner au Nigeria pour pouvoir satisfaire la demande. Donc ça sous-entend que les producteurs locaux ne sont pas encore aptes à satisfaire la demande sur toute l'année. Une chose est de satisfaire la demande. Satisfaire la demande sur une période de l'année, ce n'est pas satisfaire la demande. Il faut qu'on essaie de faire la part des choses. Satisfaire une demande locale, c'est de rendre disponible le produit du 1er janvier au 1er janvier. Et non du 1er janvier au 31 mars, bien au 30 mars et tout. Non. Satisfaire la demande, c'est de rendre disponible le produit en toute saison de l'année. C'est ça, satisfaire la demande. Donc, si éventuellement le gouvernement arrive à suspendre l'exportation des produits dont ils ont cité, imaginez, vous savez quoi? La demande en production de viande serait élevée. En production végétale, ça serait encore la catastrophe. Le maïs, si on ne prend pas les précautions aujourd'hui, le maïs, on a acheté le maïs à 500, mais si on ne prend pas les précautions aujourd'hui, s'il n'y a pas assez de producteurs qui étendent, disons, leur champ de maïs, je vous assure, on va acheter le maïs à 1000 francs. Je vais démontrer ça. On doit donner de la provende. Les poulets doivent prendre de la provende. La provende est faite est faite en fonction du maïs. Donc, si éventuellement le peu qui est produit, les animaux vont prendre, les humains vont prendre, alors là, la demande, ça serait compliqué. Donc, on risque d'acheter le maïs à 1000 francs le kilo en 2025. Donc, il faut qu'on prenne les précautions. Donc, quelqu'un qui dit qu'il ne vend pas son produit, alors là, il faut que cette personne se pose des bonnes questions. Il faut que cette personne fasse de bonnes recherches afin de bien se positionner sur un bon marché. Il faut que cette personne pose des questions, fasse des recherches pour se positionner sur un bon marché. Monsieur Charles, quelles sont les opportunités pour les éleveurs ou les agriculteurs de mener des recherches pour se positionner sur le marché? Merci beaucoup. Et j'avais parlé des volailles tout à l'heure et la demande est très forte. Donc, si nous arrivons à faire beaucoup de production, à multiplier notre production, on peut déjà satisfaire cette besoin qui est à long terme. Parce que d'ici cette fin d'année, je viens de dire, les produits importés, les viandes, seront stoppés. Donc voilà que toi, tu n'as pas assez de production et la demande est forte. Il faut que tu fais assez de production pour pouvoir satisfaire les besoins. Et ce n'est pas seulement la production des volailles seules. Je parle aussi des escargots. Les escargots aussi, ça donne beaucoup et beaucoup de gens et le font actuellement. Donc, j'exhorte mes amis qui sont dans le domaine à accélérer dans le domaine pour pouvoir faire assez de production et à la longue, on va pouvoir en bénéficier. Okay. Et parlant des financements, aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a mis en place un système de financement, de formation, d'accompagnement, parce qu'il veut mettre fin à l'importation, comme il a dit à la fin de l'année. Mais est-ce qu'il a mis en place des processus pour pouvoir permettre aux éleveurs de chez nous de pouvoir satisfaire la demande sur le marché bien vous avez mis en main? Bon, actuellement, il y a des formations en cours et le gouvernement est en partenariat avec la NPE. Okay. Et ils avaient recruté certaines personnes en cuniculture et les volailles, l'escargot, un peu de tout pour les animaux, quoi, okay, pour pouvoir les former et leur donner et les subventionner petitement pour pouvoir commencer. Donc, et ce projet est en cours maintenant. Vous avez bénéficié? Bon, pas encore. Okay. Vous espérez en bénéficier? Voilà. Okay. Et monsieur Cédric, quels sont les facteurs qu'il y a à prendre en compte dans le choix d'une spéculation animale ou végétale pour faire une ferme intégrée, bon, une ferme qui associe l'agriculture à l'élevage? Quelles sont les spéculations qu'il faut prendre en compte?
Ok, d'abord, je vais faire part de quelque chose. Vous savez, en matière de consommation mondiale, la viande de porc, c'est la viande la plus consommée au monde. Ok, la viande de porc. La viande de porc. Donc, c'est pas seulement les porcs nouviens qui consomment. Ah non, c'est C'est le pas, monde entier. c'est pas seulement le porc qui est un consommé. Ok. La viande de porc, c'est la première viande la plus consommée au monde. Ok. Après, il y a les volailles, il y a les autres qui en découlent. Donc, si éventuellement, vous voulez faire une ferme intégrée, c'est-à-dire la production animale, la production végétale, la pisciculture, tout. Ce que moi je propose souvent aux gens, c'est s'ils ont les moyens d'installer, de mettre en place une porcherie. Pourquoi une porcherie? Parce que la demande est très forte en matière de cette viande et les porcs, ils mangent un peu de tout. Imaginez, vous avez une ferme de 10 hectares, ok? Vous avez pris 1 hectare pour installer la production animale et vous avez 9 hectares, vous voulez installer peut-être du manioc ou bien de la banane ou je ne sais pas trop. Et vous installez ça, vous faites la récolte. Vous imaginez la quantité de déchets qui restent, c'est énorme. Et généralement, les producteurs, ils jettent ça. Donc, si vous avez votre porcherie, vous n'aurez plus à acheter de la provence ou bien acheter, disons, des trucs. En cette période-là, vous prenez ça et puis ça va subir certaines transformations. Vous donnez ça à vos porcs, à vos animaux. Ils vont en manger. Et s'ils en mangent, qu'est-ce qu'ils vous donnent en retour? Ils vous donnent de la viande, vous en vendez. Ils vous donnent des digestions pour fertiliser votre sol. Au lieu d'aller acheter encore, dépenser de l'argent pour aller acheter de l'engrais, vous avez déjà de l'engrais gratuitement qui sont donnés, de l'engrais gratuitement qui est donné par, disons, les porcs. Donc, ça sous-entend que vous avez rien ne se crée, rien ne se forme, mais tout se transforme. Donc, une ferme, quelqu'un qui veut, un conseil pour quelqu'un qui veut installer une ferme, je lui propose de mettre en place une porcherie, puis paf, il choisit la spéculation de la banane, peu importe ce qu'il choisit. Soit si cette personne ne veut pas faire ça, que cette personne fasse peut-être les volailles, parce que la demande est très forte aussi, les volailles, plus du maraîchage, beaucoup plus de maraîchage, parce que le maraîchage c'est beaucoup plus conseillé. Là, ça va le payer parce que les volailles, ça demande beaucoup plus d'investissement. Les volailles et les lapins, ça demande beaucoup plus d'investissement. Donc, si la personne fait le maraîchage, ça vous permet d'avoir de l'argent à coût terme. Déjà, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous avez de l'argent à coût terme. Donc, le poids de là-bas, les revenus vont vous permettre de supporter le poids de là-bas, jusqu'à ce que vous puissiez faire asseoir correctement votre ferme. Et un facteur très important, c'est le marché. Je reviens encore sur ça. Si vous voulez mettre en place tout un dispositif de production animale, que ce soit le porc, que ce soit les volailles, peu importe, vous devez vous assurer du marché. Si vous n'avez pas le marché, ne produisez pas. Si vous n'avez pas une assurance sur la disponibilité du marché, ne produisez pas. Et si vous n'avez pas aussi les bonnes informations, vous sentez que les informations que vous avez sur le marché, ce n'est pas rassurant, ne produisez pas. Donc, rassurez-vous du marché. Si vous avez le marché, vous êtes maintenant no limit, no stop dans la production. Parce que vous savez que c'est le marché qui va vous rendre riche. Donc, si vous voyez la source de richesse, la mine d'or, pourquoi ne pas prendre l'arsenal qu'il faut pour aller vers la mine d'or? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, monsieur le journaliste. Donc, rassurez-vous de ça. Je suis sûr que vous allez vous en sortir. Et une dernière chose pour finir ce paramètre, c'est que choisissez des produits, des spéculations à des moments, à des points saliants du marché. Il y a des gens qui ont produit en 40 saisons de maïs, 20 hectares de maïs, 50 hectares de maïs, et se sont fait du chiffre. Quand les gens couraient dans la saison pour pouvoir faire du maïs, ils n'ont pas fait ça. Ils ont calculé un point saliant du maïs, de la production qu'ils en ont fait. Ils se sont fait vachement d'argent. Quand à un moment où le maïs est à 300, 400, les gars, ils ont ramassé des fortunes. Donc, calculez bien les périodes et lancez-vous. Et les périodes, tout est question d'information. Si vous n'avez pas l'information, vous allez faire toujours de mauvais calculs. Et en ce qui concerne ce qui rend beaucoup plus intéressant l'agriculture, quand vous produisez sur de petites superficies, rassurez-vous d'avoir les nouvelles technologies pour augmenter votre rendement. Aujourd'hui, on n'est plus à l'ère où il faut faire les pondeuses en claustration sur litière. Les choses sont révolues.
les bactéries sont disponibles pour faciliter la production, pour augmenter la ponte, pour éviter les risques de cassure. Aujourd'hui, moi j'ai vu certaines techniques d'alimentation des poulets chers, mais je dis, si on amène beaucoup de producteurs ici au Bénin n'ont pas connaissance de ces techniques-là en fait. Donc il faut que les producteurs s'actualisent s'ils veulent se mettre sur le marché, parce que si on suspend l'importation, la demande serait très forte. Et donc, il faut beaucoup plus produire pour satisfaire la demande. Donc, si on ne produit pas beaucoup, on ne peut pas satisfaire la demande. Donc, si on ne sait pas faire, on viendra à la case de départ. Donc, l'idéal, se former, avoir les bonnes informations, installer sa ferme, s'assurer du marché. Et je crois que la mine d'or, elle est à notre poche. Ok, l'idéal, c'est se former, avoir les bonnes informations, s'assurer du marché et la mine d'or est à notre poche. Monsieur Jean, la réussite est-elle automatique dans votre domaine? Quand je commence, je dois forcément réussir. J'ai investi de mon argent. Voilà. Bon, moi, je suis journaliste, bon, je gagne un peu d'argent. Bon, je me dis, bon, je vais diversifier mes sources de revenus et je me lance dans la production animale ou bien la production végétale. La réussite est-elle automatique? Merci beaucoup. Et la réussite n'est pas automatique. Pourquoi? Et si tu vas te lancer dans la production animale ou végétale, il faut s'attendre à tout. Ça tombe à tout. Malgré que j'ai l'information et j'ai la technique, j'ai tout, je me suis formé. Donc, je dois encore m'attendre à des revers. Voilà. Par exemple, moi, j'ai commencé avec les coquelets quand j'avais fini ma formation. Donc, j'ai pris 100 têtes de coquelets et arrivé à un moment donné, et j'ai perdu quelques jusqu'à, il ne reste que 45, plus de la moitié j'ai perdu. Donc, je ne peux pas baisser les bras et dire que j'ai déjà perdu, je ne peux plus percer. Il faut chaque fois percer pour pouvoir réussir. Ok. Donc, il faut toujours persévérer. Déjà, jamais lâcher. Ah ouais. Donc, la réussite n'est pas automatique. Exactement, parce que vous savez, l'agriculture, c'est pour les résilients. Ça peut le C'est dire. pour les résilients, c'est pour les résilients. Parce que parfois, de la manière dont le gain est élevé, c'est de cette même manière que La pète. casse, la pète, elle est vraiment élevée. Ok. C'est comme quelqu'un qui fait du pari. Et il faut parier peut-être 50 millions de francs CFA. Vous savez que vous allez gagner 200 millions. Ah ouais, c'est vrai, il y a 200 millions qui sont en cours. Mais si jamais il y a perte, vous perdez vos 50 millions. Mais si jamais il y a gain, vous gagnez vos 200 millions. Donc en agriculture, c'est ça. Mais on prend aussi des précautions pour ça. Il faut surtout prendre des précautions. Si vous investissez beaucoup, prenez des précautions et je suis sûr que vous allez vous en sortir. C'est quand on ne prend pas les précautions qu'on est surpris par les revers. Et si l'agriculture, il faut beaucoup plus anticiper. Si vous anticipez, là, le risque de perte est un peu vraiment minime. Ok, donc l'agriculture, il faut beaucoup anticiper. Donc, si on anticipe, les risques de perte sont minimes. La réussite n'est pas automatique. Nous venons d'apprendre ce soir avec AgriInnov que l'agriculture est un secteur dynamique et plein d'espoir. Il y a des mines d'or dedans. La richesse est dedans. Mais de la même manière qu'il y a la richesse, de cette même manière que les risques et les pertes sont élevés, il faut au préalable avoir l'information. L'information, elle est capitale. Se faire former. Quand vous faites former, cherchez à actualiser vos connaissances. Aucune connaissance n'est éternelle, aucune formation n'est éternelle. Il faut toujours être en phase et en évolution avec votre génération et avec votre ère. Il faut savoir se positionner sur le marché. Les clients ne sont pas à la maison, ils sont dehors. Les clients dont vous avez besoin, il faut aller à leur recherche. Quand vous cherchez les clients, vous trouvez les bons clients, vous avez un bon marché, là vous faites des chiffres. Vous êtes passionné de l'agriculture, vous êtes un agronome, vous peinez à décoller. AgriInnov, c'est l'univers fait pour vous renseigner, pour vous guider. Rejoignez-nous. Vous avez des préoccupations, venez taper à notre porte, nous sommes là. Nos experts sont là pour vous accompagner, experts expérimentés. Comme ils l'ont dit, la réussite n'est pas automatique, l'échec n'est pas fatal. Mais il faut tout savoir se relever. Ils ont connu des échecs, ils ont su se relever. Venez, il faut vous tenir la main pour vous accompagner. AgriInnov, c'est le futur de l'agriculture qui se dévoile sur URAC TV, Ton de Dieu. Mesdames et messieurs, à la prochaine.